et merci d'être présent à ce webinaire sur l'enrichissement CRM. Alors, tout au long de ce webinaire, vous pouvez interagir bien évidemment avec nous et nous répondrons à vos questions à la fin. Et aujourd'hui, en tout cas, on va vous faire découvrir comment rendre votre CRM vraiment performant avec des conseils concrets pour structurer vos données et les préparer à l'IA. Et pour cela, je suis accompagnée de Nicolas. Nicolas, je te laisse te présenter. Merci Agère, merci beaucoup. Je suis très content de faire partie de cette invitation. Donc moi, je travaille pour Elisphère. Je suis en responsable avant-vente sur tous les projets d'alimentation CRM et les projets autour de la data en général. Parfait, merci. Donc, en sommaire, donc je pense que tu peux passer sur l'autre slide. Voilà, donc en sommaire, en fait, on va évoquer les enjeux clés de la data CRM en 2025. Donc, pour cela, on va aborder le sujet de la conformité RGPD, des données fiables pour plus d'efficacité dans la prospection, et comment préparer sa data pour l'IA et bien évidemment, le fait d'anticiper et mesurer l'impact risque et ROI. Et pour finir, en fait, un retour concret d'un de nos clients communs qui est Ramery. Donc, première question, Nicolas. En fait, quels sont, selon toi, les principaux freins rencontrés par les entreprises dans la gestion de leurs données CRM? Alors, les freins, bon, c'est, on va dire, un classique, mais on rencontre aujourd'hui encore l'idée selon laquelle le CRM est un petit peu le parent pauvre. C'est vrai que ça a toujours été historiquement le cas, par rapport notamment à l'ERP. Et donc, l'idée, c'est que le CRM, bon, étant complété par des commerciaux, forcément, il est truffé de données obsolètes, puisque les gens n'ont pas forcément le temps de qualifier correctement. Et également, on a un sujet sur l'unicité, c'est-à-dire que on a des datas qui sont dispersées dans différents environnements. Donc, toutes les actions, évidemment, qu'on va détailler lors de ce webinaire, ça va être de voir comment on va pouvoir standardiser toutes ces données, les qualifier, les nettoyer, et puis aussi connecter le CRM à d'autres applications externes pour pouvoir gagner en qualité et trouver une logique aussi dans toute l'analyse de la data. Ok. Et ben justement, comment on fait pour passer d'un CRM qui ressemble à un annuaire un peu poussiéreux à un véritable outil de croissance? Alors, l'idée, c'est de passer justement d'une logique de stockage siloté par service à une logique plus d'exploitation de la data transverse, c'est-à-dire que cette data, elle peut très bien vivre sa vie dans l'entreprise en partant d'un point A à un point B, mais l'idée, c'est de qualifier à l'origine, de bien identifier là où va être la source de la data pour pouvoir la qualifier correctement et qu'après, elle puisse vivre sa vie on va dire, dans le process normal de la vie de la data dans l'entreprise. Et c'est pour ça que le CRM est quand même souvent une porte d'entrée qui est intéressante, puisque c'est là que vont arriver les prospects notamment. Tout à fait. Et en fait, vu que vous êtes chez Elisphère, vous rencontrez pas mal d'entreprises. Et moi, ce qu'on aimerait comprendre, c'est pourquoi certaines entreprises elles sous-estiment encore l'impact d'une donnée de qualité sur leur performance commerciale. Hein. Et est-ce que tu as vu, toi, des cas où une mauvaise qualité de données, qui est en fait une mauvaise qualité de données qui a freiné une stratégie commerciale au marketing? Oui, alors en fait, on va dire les activités qui sont directement concernées et forcément qui ont un impact immédiat, c'est avant tout le marketing, puisque ils peuvent pas segmenter correctement, définir des stratégies correctes avec leurs clients, trouver des bons contacts et avoir des campagnes efficaces. Donc ça, c'est vrai que c'est en général les premiers à lever l'alerte. Et après, le commerce, au quotidien, quand on cherche la bonne info sur son client, qu'on perd du temps ou que quand on téléphone à un client, on ne sait pas qu'il s'est passé quelque chose d'important, alors que c'est dans les sources officielles et qu'on n'a pas l'info, on a une perte de crédibilité. Donc c'est vrai que c'est là-dessus que directement les choses apparaissent.
Et donc là, pour vous donner un exemple concret, la semaine dernière, on a fait un audit d'un client sur sa base qui nous a transmis. Donc, on avait 127 000 comptes dans sa base Salesforce. Donc, on en a identifié 82%. Donc, ça, c'est une bonne chose. Dans nos algorithmes, on en trouve 82%. Mais on s'est rendu compte qu'il avait deux écueils importants. C'est des doublons, il y en avait 12%, et des sociétés inactives. Alors, inactives, ça veut dire, chez nous, on identifie des entreprises qui ont cessé leur activité, qui sont liquidées, et donc sur lequel, finalement, il n'y a plus de business. Donc, on voit que c'est une base qui est ancienne, donc sur lequel on est en train de travailler pour leur mettre en place une solution, donc on va en parler tout à l'heure. Mais typiquement, si on fait le calcul, en fait, finalement, sur le CRM, il y a 58% de data exploitable. Donc, on voit que là, on touche du doigt, et faire cet audit, c'est souvent quand même un exercice intéressant parce que ça permet vraiment de voir la situation et de pouvoir décider de mettre en place les actions concrètes pour redresser la situation. C'est énorme, hein, ce chiffre de 58%. Uniquement 58% de données exploitables. Ouais. Oui, c'est vrai que ça peut paraître un cas un peu particulier, mais en réalité, quand on fait des stats sur tous nos audits, on voit que 20% d'inactivité sur les comptes, c'est quelque chose qui se retrouve assez régulièrement. Et comment ça impacte la prospection, justement, cette qualité de données dans le CRM? Et est-ce que la question qui me vient, c'est le lien direct entre la qualité de la donnée CRM et une prospection plus efficace, et justement un exemple encore concret, parce qu'on aime bien illustrer un peu avec des cas concrets. Et est-ce que tu peux nous donner justement un exemple sur une meilleure exploitation des données qui a permis d'améliorer en fait, de manière significative le taux de conversion? Alors, sur la prospection, l'idée, c'est que pour être performant, il faut pouvoir identifier correctement des bonnes cibles, donc segmenter. Et pour avoir que des prospects, typiquement, ce qu'on propose, nous, dans des actions de prospection, c'est de faire de repousser, en fait, un stock de clients pour n'avoir que des prospects avec des cibles intéressantes. Donc ça, typiquement, si on n'a pas des données pour segmenter correctement sur le CRM, si on n'a pas des données comme la taille, comme l'activité, des choses basiques, mais qui sont importantes, on ne va pas pouvoir correctement segmenter ces cibles, et on va perdre du temps à prospecter des entreprises qui ne sont pas forcément les bonnes cibles. Donc ça, c'est un point. Donc, à titre d'exemple, on a un client qui est dans l'informatique, qui vend des logiciels B2B. Il nous a fait part d'un ROI de 25% d'augmentation de son taux de conversion suite à tout simplement parce qu'il avait pu segmenter beaucoup mieux ses cibles suite à un travail de nettoyage de sa data. Donc on voit qu'il y a vraiment des résultats quand même. C'est un investissement au départ, mais le ROI est là directement. Là, on a ce client. C'était pour nous un chiffre intéressant à vous partager. Très intéressant, effectivement. Et bien évidemment, en fait, on ne peut pas aborder l'aspect data sans évoquer la question de la conformité. Et en fait, comment chez Elisphère, comment vous garantissez la conformité RGPD de ces propres données que vous livrez chez vos clients? Alors, c'est vrai qu'on est très vigilant sur ce sujet-là. Malheureusement, on voit que la CNIL épingle régulièrement des fournisseurs de data. Donc, il y a quelques mois, un fournisseur d'email a reçu une amende importante. Donc, on est extrêmement vigilant de notre côté pour que chez notre client, il puisse aussi être garant des datas qu'on lui transmet. Et donc, sur la partie data, sur le point sur lequel il faut être vigilant, c'est évidemment les données personnelles.
avec les emails, les portables, et c'est des informations qu'on transmet. Donc, bien sûr, c'est des informations professionnelles, mais le client a un droit d'information. Donc, ça, c'est important qu'on le notifie. Donc, nous, à chaque fois qu'on exploite ces données et qu'on pousse ces données à nos clients, la personne en question a été notifiée, c'est-à-dire qu'elle a reçu un email qui l'informe que ses coordonnées sont exploitées. Donc, il a cette première. Donc, ça, c'est la première règle de RGPD. Ensuite, la deuxième règle importante, c'est ce qu'on appelle le droit d'opposition, c'est-à-dire que la personne a la possibilité de se désinscrire. Donc, ça lui est notifié. Il a la possibilité, donc certains le font, hein, bien sûr. Et du coup, on l'informe qu'il est bien désinscrit. On le notifie qu'il est bien désinscrit. Donc, ça, c'est les 3 étapes importantes pour être conforme à la législation. Et donc, on essaye de ne pas louper le coche sur tous ces aspects données personnelles. Donc, en fait, vous êtes RGPD compliant, hein, et avec, enfin, c'est pas un double opt-in, c'est un opt-in, hein, c'est bien ça? C'est ça. Ok. Ok, parfait. Il y a un autre sujet concernant la data, parce qu'on parle de performance commerciale, performance marketing, ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Mais il y a surtout aussi la préparation de l'arrivée de l'IA qui concerne tout le monde. Et pour cela, préparer ces données pour l'IA en 2025, ça devient quelque chose d'impératif. Quels sont, selon toi, les critères essentiels pour rendre ces données IA ready, justement? Alors, sur l'IA, quand on discute avec nos responsables sur ces sujets en interne, on travaille beaucoup aujourd'hui. Il y a besoin d'une bonne variété, d'un volume de data important, que cette data soit accessible, pertinente, et bien sûr conforme à la RGPD. Donc ça, c'est les éléments clés qui sont importants chez nous et chez nos clients. C'est pour ça qu'on travaille de concert pour avoir des référentiels de data de plus en plus qualifiés pour pouvoir lancer ces logiques d'IA. Donc on sait d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais Salesforce a sorti un livre blanc sur ce sujet. Et donc j'ai identifié des stats intéressantes. Ils ont identifié que 63% des professionnels de la vente estiment que leurs data ne sont pas prêtes pour l'IA. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un sujet sur ma data, la qualité de ma data et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Et donc, à contrario, l'amélioration de la qualité de la data, c'est le numéro 1 dans les priorités des responsables analytiques et informatiques. Donc, c'est vrai que cette stat-là m'a interpellé parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment un sujet d'actualité pour tout le monde, quoi. Et c'est un peu le nerf de la guerre, hein. On n'arrête pas de le répéter, de le redire, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de data, il n'y a pas d'IA. Et donc, c'est vraiment un sujet crucial et primordial dans la mise en place, en tout cas, de l'IA générative et prédictive aussi. On va évoquer également la partie risque. Et pour toi, Nicolas, quels sont les risques pour une entreprise qui continue de négliger la qualité de ses clients? Donc, en plus, dans un environnement où maintenant les choses sont de plus en plus automatisées et prédictives. Donc, est-ce que tu peux justement nous expliquer ces risques-là? Alors, c'est vrai que nous, chez Elisphère, de par notre histoire, on score les entreprises sur une notion de risque de défaillance. Donc, pour expliquer cette partie-là, on va dire nos interlocuteurs d'origine nous interrogent pour connaître la santé. Donc, on a des barèmes. Donc, on a ici des systèmes de couleurs pour tracer la santé ou des notes de 1 à 10. Et de plus en plus, c'est une demande que cette information soit en amont. Donc, dans le CRM, pour que
en gros, les commerciaux soient capables de connaître, de tracer très rapidement la situation d'une entreprise. Donc là, comme on voit à l'écran, cette entreprise qui est scorée 4 sur 10. Donc ça, c'est une information. Alors ça peut être dans un premier temps une information à exploiter pour se dire il faut que je sois vigilant ou je peux continuer tranquillement. Ou ça peut être des choses plus structurantes puisque en fait, de plus en plus, les services financiers imposent, mettent en place des règles. Donc, on a ce qu'on appelle le lead to cash, qui est en gros depuis le prospect jusqu'au paiement, je vais mettre en place des process. Et typiquement, on a des clients qui imposent à leurs commerciaux que le prospect soit, par exemple, vert ou jaune pour continuer ses actions ou qu'il fasse une demande pour débloquer la situation ou qu'ils mettent en place un certain nombre de restrictions vis-à-vis de ce prospect avant de continuer toute discussion. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe énormément, qui malheureusement est de plus en plus d'actualité puisque la sinistralité est forte. Et d'ailleurs, j'ai été assez surprise du volume de sinistres en France l'année dernière. Lors d'un échange, je ne sais plus quel est le volume que tu m'avais transmis par rapport aux entreprises françaises en 2024. Oui, quand on fait un peu un historique sur 10 ans, on se rend compte qu'on a eu des taux de sinistralité de l'ordre de 40 000 entreprises il y a une dizaine d'années. Avec le Covid, on est passé sur une sinistralité qui était plus autour de 20 000. Et puis là, on est reparti, en fait, l'année dernière, on a eu 60 000 entreprises qui ont fait défaut, donc qui sont passées en cessation. Et c'est vrai que c'est le chiffre le plus fort qu'on ait eu depuis plus de 10 ans. Donc c'est quelque chose sur lequel nos clients qui suivent vraiment ce sujet-là sont très attentifs parce que le risque augmente avec l'incertitude économique actuelle. Ok. Du coup, en fait, en parlant d'indicateurs, lorsqu'on parle de ça, nous, en fait, chez Gimini, lors de projets CRM, les indicateurs qu'on rencontre régulièrement, ça va être les indicateurs du taux de conversion, le coût d'acquisition, la rétention client, et il y a un indicateur qui, en fait, on ne retrouve pas et qui est un peu négligé. Peux-tu nous donner justement les bénéfices des indicateurs pour la performance de la data? Parce que c'est un indicateur qui malheureusement n'est pas toujours pris en compte par nos clients. C'est vrai que quand on investit dans un CRM, où donc on a des attentes en termes de ROI, et c'est un peu la même logique avec la data. C'est aussi la même logique avec la partie risque que je montrais tout à l'heure. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut que j'investisse dans un système où je vais scorer mes prospects et quel ROI je vais retrouver. Donc on retrouve, nous, la même logique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer la pertinence d'investir dans de la data, du data cleaning pour augmenter son taux de conversion, pour augmenter sa productivité commerciale. C'est vraiment là-dessus qu'on s'y retrouve. Et après, très concrètement, nous, on a fait une étude, on a récupéré une étude de Sirius Décision qui montrait que le chiffre d'affaires moyen des entreprises augmente de 20% quand ils mettent en œuvre une stratégie data. Donc, c'est vrai que c'est assez parlant parce que finalement, on se rend compte que le retour sur investissement est là, quoi. Tout à fait. Et justement, un cas concret sur un projet que nous avons mené en commun
chez Ramry. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Gimini, nous, vous savez très certainement, on est intégrateur pure player Salesforce, mais pas que. En fait, on est proche de nos clients, on met en place les projets, on les accompagne, mais suite à un projet, on va rester quand même avec le client, soit parce qu'il a du support, soit en fait, il a besoin d'évolution. Et pour cela, on a un rôle de conseil également lorsqu'ils rencontrent des problèmes dans leur environnement Salesforce ou des besoins d'évolution. Et pour ça, en fait, on a un rôle de conseil sur les différents ISV de la plateforme de l'Apex Change de Salesforce. Et c'est dans ce cadre-là que nous travaillons avec Helisphere, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des problématiques autour de la data, on va faire appel à des ISV et notamment Helisphere. Et là, en fait, c'est ce qu'on a fait avec notre client commun Ramry. Nicolas, je te laisse peut-être présenter le projet et qui est Ramry et le projet qu'on a mené ensemble. Oui, donc Ramry, c'est un client commun que l'on a, qui est une entreprise du BTP de 3000 personnes, qui fonctionne essentiellement donc dans la région Hauts-de-France et aussi en Loire-Atlantique. Et ils font 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc Ramry, on les connaît bien. Et ils nous ont expliqué que suite à la mise en place de leur CRM, ils avaient un sujet maintenant sur la qualité de la data. Donc, ils voulaient que Salesforce soit le maître sur la data chez eux. Donc, ça veut dire s'appuyer sur la data de Salesforce pour diffuser cette data dans les autres applications. Donc, ils avaient vraiment un besoin de créer ce référentiel unique qui soit dans Salesforce. Et donc, on les a accompagnés pour restructurer toute la data. Donc, l'objectif, c'était d'avoir un référentiel unique, de sécuriser cette data, d'avoir de la data de bonne qualité, et ensuite aussi de mettre en place cette partie risque qu'on voyait tout à l'heure, identification des entreprises en difficulté avec notre note ou notre couleur. Donc, voilà. Donc, pour ça, on a proposé de déployer notre solution qui s'appelle Connect, qui est une application qui est, comme tu le disais, référencée sur l'Apex Change et qui vient se greffer en apportant des datas et des fonctionnalités directement dans Salesforce. Donc, on a déployé cette application avec les équipes de Ramry et également avec l'aide de Gimini. Donc, le projet a démarré le 19 février et donc, on a déployé en production la première semaine d'avril. Juste pour donner une indication en termes de taille de projet, c'est des projets tout dépend de la taille de la base de données, mais c'est des projets qui sont à compter en fait une dizaine de jours. Donc, c'est pas des projets non plus très très lourds, mais ça nécessite aussi une mobilisation côté client sur justement les besoins, les mappings et peut-être quelques créations de champs de notre part et notre intervention, bien évidemment, sur l'intégration de Connect. Et pendant tout le projet, on travaille main dans la main avec les équipes Helisphere. Voilà. Donc, je tenais juste à préciser que ce n'était pas des très, très gros projets lourds. C'est l'avantage de fonctionner avec une application, c'est qu'effectivement, il n'y a aucun développement. C'est vraiment que du paramétrage dans Salesforce pour à la fois mapper la data, mettre à jour la data, recevoir des alertes sur cette data, donc faire toute une surveillance du stock de data, et puis de récupérer de la data de bonne qualité sur chaque compte. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de facile à mettre en œuvre. Et pour Ramry, en tout cas, on a pu développer ce projet en quelques semaines. Donc, nettoyer un stock assez conséquent de comptes pendant toute cette période. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'évolution du marché de la data et du CRM? Alors, d'une manière générale, c'est vrai que la thématique de l'IA est quelque chose qui déjà avait pris place, on le voit depuis quelques années. Sur tout le volet Customer Success, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant la relation client,
ça maintenant, c'est vraiment opérationnel. Il y a beaucoup de choses qui sont en place qui fonctionnent bien. Maintenant, les enjeux qui sont en train d'être déployés, en tout cas nous, on y travaille beaucoup, c'est de déployer l'IA sur l'amélioration de la performance commerciale, avec notamment la détection des leads et l'accompagnement du commerce sur l'entrée en relation avec, on peut dire, le triptyque, le bon compte au bon moment, avec le bon contact. Donc ça, l'idée, c'est d'être... On a déjà des choses en place là-dessus, côté Hélisphère, mais on continue à s'améliorer pour pouvoir pousser des leads de plus en plus pertinents à nos clients et de leur pousser évidemment les coordonnées des personnes à contacter, tout en traçant donc à la fois la situation de l'entreprise, sa santé, mais aussi son actualité, pour pouvoir être au mieux de ce qui se passe dans l'entreprise et de ne pas tomber à côté dans une démarche de prospection qui colle pas avec ce qui se passe chez le client. Ok, parfait. Je regarde l'heure, on a encore peut-être 4 minutes, peut-être un petit partage d'écran de la solution. Donc effectivement, notre application vient se greffer, comme on le voit ici, dans les pages Salesforce. Donc avec notamment la mise à disposition d'un moteur de recherche qui permet à l'utilisateur de créer facilement un nouveau prospect ou un nouveau compte. Donc ça, c'est une façon rapide de... Donc ça, c'est en gros, l'utilisateur va solliciter l'application, ça lui renvoie une liste qui est directement issue de la base d'Hélisphère. Et l'utilisateur identifie qu'il a déjà des pistes ou des comptes sur cette liste avec les petites pastilles orange et violettes. Et puis, il va décider de créer directement un compte. Et donc, l'application va lui permettre de récupérer toute la data automatiquement sur ce compte pour pouvoir récupérer l'information sans difficulté et pouvoir exploiter toute l'info sur son prospect tout en récupérant de la data également sur l'écosystème du compte avec les liens financiers, les données financières chiffrées. Voilà. Et après, cette data est mise sous surveillance et donc l'utilisateur va recevoir, s'il le souhaite, des informations, des alertes pour permettre le suivi de ce compte dans le temps et voir s'il y a eu des changements, des rachats, des fusions. Donc voilà, il y a un suivi également, un suivi de toute cette information. Également, donc l'application permet de récupérer des coordonnées de contact, donc avec la possibilité de récupérer la liste de tous les contacts sur LinkedIn, et ici avec un bouton de pouvoir récupérer les coordonnées email et téléphone des interlocuteurs. On a également la possibilité de récupérer toute l'actualité de la presse de nos clients, donc avec tout ce qui est diffusé sur les thématiques d'innovation, de développement, de mouvement RH. Donc on retrouve ici des articles de presse qui sont en fait des signaux d'information pour lancer des actions de prospection. Oui, et utiliser l'IA, notre parenthèse. Absolument. Ça fait partie des infos qui sont stockées dans l'IA. Donc voilà, pour vous montrer rapidement ce que notre application peut faire pour régler ces sujets de data quality. Parfait. Merci Nicolas. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous contacter directement, vous pouvez le faire via LinkedIn. Ou sinon, je pense que tu peux passer peut-être la slide de nos coordonnées. Vous pouvez nous joindre directement, soit par mail ou par téléphone, ou sinon directement sur LinkedIn. Voilà, si vous souhaitez une démonstration personnalisée, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur Hélisphère et sur les projets aussi menés chez nos clients communs. Voilà, j'espère que ça a été instructif, intéressant.
et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci Ager, merci beaucoup pour ton invitation et puis donc merci à tous d'avoir suivi notre webinaire.